Ça va les bureaux? Ça va. Vous voyez la caméra là? Ouais. Ça veut dire qu'a priori nous sommes enregistrés. Et qu'a priori également, si je ne me trompe pas, il y aura une cellule macroniste qui va bien finir par tomber sur cette vidéo, quelque part sur les internets. Je vous propose de leur faire peur en montrant à quel point on est heureux d'être ensemble. Faites un peu de bruit, faites leur peur parce qu'ils écoutent tout ce qu'on dit. Bah alors, il paraît qu'Emmanuel Macron est venu au Muro il y a quelques années. Vous êtes chanceux, vous êtes chanceux, vous êtes chanceux. Il a fait un discours qui s'appelle, si je ne me trompe pas, La République en acte, sur les séparatismes. Bon, je vous cache pas, hein, j'ai regardé du coup avant de venir pour me mettre dans l'ambiance locale. Tout n'était pas très intéressant, mais il a dit un truc qui m'a intéressé. Je le cite. Je demande à tout citoyen, quelle que soit sa religion ou pas, de respecter absolument toutes les lois de la République. Mais avec plaisir, monsieur Macron. Si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, nous débarrasserons l'Élysée de votre armée de cabinets de conseil, dont McKinsey, qui est accusé d'évasion fiscale et de nous voler notre argent. Et alors, dans l'équipe, il y en a un qui a fait fort. Il s'agit de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, s'il vous plaît. Il nous a dit c'est pas un scandale d'État. Mais là, il n'a pas de chance. C'est que c'est pas lui qui décide, c'est nous. Et on a décidé que c'était un scandale d'État. Alors, peut-être un petit message à celui qui est venu parler ici de respect de la loi. J'espère qu'il en parlera à son conseiller Alexis Kohler. J'espère qu'il en parlera à Alexandre Benalla. Parce que les plus grands scandales de ce gouvernement ne viennent pas des Mureaux, ils viennent de l'Élysée. Et alors, c'est la meilleure, il est venu parler de séparatisme. Mais qui se sépare de qui dans ce pays? Qui se sépare de nos autoroutes en les privatisant? Qui se sépare, ou a tenté de se séparer, des aéroports de Paris, de nos aéroports? C'est eux. Qui se sépare de certaines institutions publiques comme la Française des Jeux? Et je m'arrête là-dessus. Il y a dans nos quartiers un fléau qui s'appelle les paris sportifs en ligne. Je ne veux pas qu'on se monte là-dessus. Évidemment, il ne s'agit pas d'interdire aux gens de s'amuser, hein. Mais il faut prendre en compte qu'il y a de nombreux jeunes de quartier notamment, parce qu'il y a une publicité très agressive sur les jeunes, qui sont dans des situations d'addiction, qui sont dans des situations de pauvreté à cause de ça. Et que puisque ce sont des institutions comme Winamax, BetClick, etc., c'est privé. Le but du privé, c'est de croître. Le but du privé, c'est de faire le plus d'argent possible. Je leur en veux pas, c'est le privé. Mais c'est incompatible avec une politique de santé publique. Alors le jour où nous serons au pouvoir, nous renationaliserons la Française des Jeux, nous reprendrons le contrôle et on permettra aux gamins de ce pays de s'amuser dans de bonnes conditions. Et je tiens à signaler qu'à l'heure où on nous parle des habitants des quartiers comme étant des gens obscurantistes, que bien souvent ce sont des gens issus des quartiers qui mènent la lutte pour le bonheur et pour la santé des habitants de quartier. Je pense en ce moment à Kylian Mbappé, qui se bat, qui a refusé de faire de la promotion pour les paris sportifs en ligne et qui est aujourd'hui mis sous pression, pas par les frères musulmans, mais par la Fédération française de football. Et bien ça aussi, il faut le dire. Et moi, je suis fier qu'on compte dans nos rangs au Parlement de l'Union populaire des militants qui viennent des territoires populaires, comme Ahmed Berraal, qui est un militant de la RATP, syndicaliste, qui se bat au sein de son entreprise, parce qu'il a dénoncé des comportements sexistes, du harcèlement sexiste et des violences sexuelles au sein de la RATP. Alors forcément, quand il est question de ces gens qui se battent au jour le jour pour faire respecter des principes forts, qu'est l'égalité homme-femme, eh bien le voilà que c'est lui qui est harcelé par sa direction. Les obscurantistes ne sont pas dans les quartiers. Les obscurantistes aujourd'hui, ils sont à la direction de la RATP et nous allons leur demander des comptes à eux aussi.
Les obscurantistes. On en parlera. C'est le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui n'a jamais raté une occasion de faire un colloque sur le wokisme ou pour dénoncer l'islamo-gauchisme. Mais je rappelle que ce monsieur a fait une loi qui s'appelle la loi Blanquer et qu'il a retiré de l'enseignement commun les mathématiques. Résultat de sa loi, en matière d'égalité homme-femme, puisqu'il en parle souvent dans sa lutte, eh bien les jeunes femmes s'inscrivent de moins en moins dans les filières scientifiques. Ça, c'est son bilan. Les obscurantistes qui passent leur temps à nous dire qu'ils luttent pour l'égalité homme-femme, ils sont au ministère de l'Éducation, et eux aussi nous les chasserons du pouvoir. Et j'en profite pour dire que si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, comme ça a été dit, effectivement, on mettra fin à cette stupidité et aussi à cette brutalité qu'est la sélection à l'université. Nous abrogerons les réformes Blanquer. Parce que la sélection à l'université, c'est arriver devant des gamins qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Et on leur demande de plus en plus tôt, 14 ans, 15 ans, de se fixer pour l'éternité sur leur avenir. On les oriente, on les contrôle, et après ils ne peuvent plus sortir de cette voie-là. Nous mettrons fin à ça, parce qu'on sait très bien qui sont les premières victimes de ça, et on sait très bien qu'ils sont les moins sûrs de leur choix, parce qu'ils ont le moins accès à l'information. Ce sont notamment les jeunes les plus précaires. Nous mettrons fin à la sélection à l'université. Nous mettrons fin à la réforme Blanquer. Il y en a marre de cette stupidité. Et puis, puisqu'il a été question des profs, je ne vois pas comment est-ce qu'aujourd'hui on peut enseigner dans de bonnes conditions. Nous recruterons 160 000 professeurs sur le quinquennat et nous titulariserons tous les précaires. Ça coûte de l'argent, ils nous disent. Oui, ça coûte de l'argent. Ils nous disent que ça coûte trop cher. Mais est-ce que cela se pose la question de combien ça coûte d'avoir une jeunesse mal instruite, d'avoir une jeunesse mal formée, d'avoir une jeunesse qui n'a pas eu accès à tous les cours auxquels elle aurait eu droit? Combien ça coûte d'avoir un service public de l'éducation et de l'enseignement supérieur délabré, alors on n'arrête pas de nous expliquer qu'il faut que les jeunes soient super précis dans leurs études et qu'ils soient au top de leurs études? Combien ça coûte? Ça coûte trop cher. Alors on mettra la somme qu'il faudra, et pour une fois dans ce pays, on partira non pas d'un objectif de réduction de coûts, mais de nos besoins. On a besoin d'une jeunesse formée, on se donnera les moyens d'avoir des profs bien formés et bien traités. Et parce qu'on dit ça, il paraît qu'on est des extrémistes. Oh, première nouvelle. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, ce que je trouve extrême dans ce pays, c'est les prix du carburant. Moi, ce que je trouve extrême, c'est les prix du chauffage. Ce que je trouve extrême, c'est les millions de chômeurs. C'est les millions de précaires. C'est les centaines de milliers de gens qui n'ont pas de toit sur leur tête. Alors, si annoncer qu'on fera au pouvoir une garantie dignité pour que personne ne se retrouve en dessous du seuil de pauvreté, je suis fier d'être extrêmement solidaire et je vous dis bienvenue au club. Et puisque les prix sont trop chers, on n'arrête pas de nous dire on va vous faire un chèque, on va baisser la TVA. Bon, alors dans l'urgence, pourquoi pas baisser la TVA? Mais tout ça, c'est l'argent public. Un chèque, c'est nos impôts. La TVA, c'est des rentrées fiscales en moins. Et il y en a dans ce raisonnement qui sont épargnés quand même. Les fournisseurs. Total, puisqu'on parle d'essence. Total, c'est 16 milliards d'euros de bénéfices nets l'année dernière. C'est 7 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires. Si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, on fera payer les fournisseurs, parce qu'il n'est pas question que ce soit les Français qui trinquent de la crise. Et nous ferons un pôle public de l'énergie, parce qu'il est temps de dire dans ce pays quand même, qu'il est temps que l'énergie, que le chauffage, que ce qui nous permet de vivre dignement, de chauffer nos gamins, c'est pas soumis à une logique de rentabilité. C'est notre patrimoine, c'est le seul patrimoine des plus précaires, et on le reprendra. Voilà ce qu'on fera. Ils nous traitent d'extrémistes. Non, nous on vient en paix. Hein. Nous on vient en paix. Nous on n'a pas de LBD. Nous on n'a pas de grenades de désencerclement. Nous on n'a pas éborgné des gens et on compte pas le faire. 30 éborgnés pendant les gilets jaunes. Des mains arrachées.
Nous, on vient en paix. Mais il est hors de question qu'on reparte sans le respect qu'on doit aux Français. Et ça aussi, nous sommes déterminés à le faire. Nous venons en paix, mais nous ne repartirons pas sans le respect et sans que personne dans ce pays ne soit en dessous du seuil de pauvreté. Et si ça ne leur rend pas content, c'est pareil. Et je vous dis que je suis fier d'appartenir à un mouvement, qu'à un groupe de députés. 17. Il y a eu le mouvement social contre la réforme des retraites et je leur rends hommage à tous ces syndicalistes qui ont sacrifié leur salaire, qui ont sacrifié leur santé pour une réforme qui les concernait même pas pour la plupart, qui concernait nos gamins, vos gamins. Ceux-là, ils se sont battus. Je leur rends hommage et je pense qu'on peut les applaudir d'ailleurs. Mais notre groupe parlementaire, moi je suis fier d'avoir ce groupe de 17 députés qui a assumé de faire l'obstruction parlementaire à la réforme des retraites, qui a assumé de déposer des milliers d'amendements pour faire barrage à cette réforme qui va saigner les Français, qui a assumé, alors on disait « mais vous faites de l'obstruction ». Oui. Et alors ils ont fait durer les séances à des heures pas possibles pour essayer de nous faire craquer. Ils les mettaient jusqu'à 4h du matin, 3h, 4h, vous les avez tous vus, hein. Jusqu'à 4h du mat, ils nous mettaient des lois, il y avait toujours un insoumis. Ils endormaient plus, les mecs, ils étaient là. Il y a toujours un insoumis pour s'opposer à nous. Moi, je suis fier de ce mouvement qui, au moment de la réforme des retraites et de cette bataille, a adressé un message puissant à Emmanuel Macron. Vous voulez empêcher les Français de rêver, nous, on vous empêchera de dormir. On n'est pas pour la guerre, nous, hein. On est pour la réconciliation. Et c'est précisément la raison pour laquelle, si nous sommes au pouvoir, nous ferons l'amnistie des gilets jaunes de ce pays. De tous ces gens, ces syndicalistes aussi, ces militants associatifs, qui se battent tous les jours pour défendre leur peuple, pour défendre une idée de la France, et qui n'ont pas un portefeuille à la place du cœur. Tous ces gens-là méritent le respect, méritent la dignité. Ce ne sont pas des criminels. Et c'est la raison pour laquelle eux aussi, nous les amnistierons. Et puisque nous disons ça, ils disent « vous êtes pour la violence, vous cautionnez ». Non. On n'est pas anti-flic, nous. Hein. Mais vous parlez de violence policière, monsieur Guiraud? Oui. Parce que quand Cédric Chouviat a le temps de dire 7 fois « j'étouffe » avant de mourir sous le poids des policiers, bah oui, il y a de la violence policière. Vous ne nous faites pas peur. On n'a pas peur de le dire et on ne se taira pas. Oui, Cédric Chouviat a crié 7 fois j'étouffe avant de mourir. C'est une violence policière et vous ne nous faites pas peur et on continuera à le dire autant de fois qu'il faudra. Les plus grands ennemis de la police, ils sont pas là. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui sont contre l'idée d'une police. Hein. Mais justement, demander une police exemplaire, c'est pas un acte de guerre, c'est une déclaration de respect pour la fonction. Oui, nous voulons une police au top de l'exemplarité. Et vous n'allez rien faire contre ça. Nous sommes exigeants. Parce que dans ce pays, on peut frapper les profs, hein, à la télé, ils se gênent pas. Les profs, les infirmières, tous des branleurs, tout ça, vous connaissez. Par contre, les policiers, on n'a pas le droit. Bah si, on le dira. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux, au gouvernement, depuis des années, qui envoient les policiers sur des tâches comme la lutte contre le trafic de drogue, sans jamais se demander comment lutter réellement contre ce trafic. Résultat, les policiers de ce pays passent des millions d'heures dans le trafic de drogue, à lutter et à repousser, à essayer de vider la mer avec une cuillère, alors qu'en 30 ans, la consommation de cannabis a triplé dans ce pays. Peut-être qu'il faudrait s'y prendre autrement. Bah oui, on va légaliser le cannabis, tout. Voilà, peut-être qu'on va changer de braquet. On ne demande rien d'autre que les gardiens de la paix. Ces gens-là sont en train de transformer les policiers en machines. Et ils sont en train, en réalité, de transformer tous les agents et les agentes du service public en machines sans cœur. C'est pas ce qu'on demande. Et c'est pas ce qu'on fera. Parce que les profs, ils ne demandent pas grand-chose d'autre qu'avoir le temps de bien instruire aux gamins. Les soignants et les soignantes ne demandent pas grand-chose d'autre qu'à d'avoir le temps un peu de parler à leurs patients,
Ça, c'est Macron. C'est la censure d'État, ça, je reconnais. On est hacké, on est hacké. Peut-être les Russes, hein, on ne sait pas. Hein. Lui, il est des maçons, lui. Regardez. Y aurait-il un macroniste à la technique? Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir aussi, hein, les gens qui nous aident. Je parlais des soignants, qui n'ont même pas le temps de regarder dans les yeux leurs patients. Et je me souviens, une fois on était à l'hôpital Robert Debré, au Lilas. C'est un hôpital pour les tout petits, les nourrissons quoi. Et les soignantes, elles nous avaient expliqué, j'étais avec Eric Coquerel, qu'elles n'avaient même pas le temps de faire de pause. Et que le service était tellement débordé qu'elles étaient obligées d'envoyer des enfants, des nourrissons, hein, dans d'autres villes, hors de l'Île-de-France. À Poitiers, à Tours. Vous savez, toutes ces villes à peu près 1 heure. Imaginez-vous la douleur quand même, que c'est pour un soignant ou une soignante, de regarder une famille et de lui dire, bah, voilà, on transfère votre tout petit à 1 heure de chez vous. Et vous ne pourrez pas le voir tous les jours. Et ils savent très bien, les soignants, les réactions que ça va être derrière. C'est pas au ministère de la Santé hein, que les gens se prennent les coups. Forcément, les usagers, bah, quand ils entendent ça, bah, qu'est-ce que vous voulez d'autre qu'ils fassent? Ils s'énervent. Ce sont ces gens-là, hein, au gouvernement, qui créent la division. Et ce sont ces gens-là qui ont fermé 17 000 lits d'hôpital en 5 ans. Alors il est peut-être temps de réintégrer les soignants qui ont été virés pendant le Covid, de recruter massivement des soignants, de les traiter dignement, qu'ils aient le temps de faire des pauses, qu'ils aient le temps de s'occuper de leurs patients, qu'ils aient le temps de parler avec eux, qu'ils aient le temps de faire l'honneur de la France, qui est le service public de la santé, et nous mettrons les moyens qu'il faut pour y remédier. Ils font ça dans tous les services publics. Il y en a auxquels des fois on ne pense pas, mais Pôle emploi, vu qu'il en a été question tout à l'heure. Les agents de Pôle emploi, ils n'ont pas fait ce métier pour être des bourreaux. Le métier de Pôle emploi, ça s'appelle conseiller. Conseiller, ça veut dire accompagner les gens, avoir le temps de voir ce qu'ils veulent faire, comment prendre avec un peu de patience, de détermination leur dossier, pour les amener vers des filières qui les intéressent, qui les insèrent durablement vers l'emploi. Eux aussi, ils sont en train d'être transformés en machines. Vous avez vu les réformes qui arrivent, hein, réforme de l'assurance chômage, du RSA. Ils n'ont pas le temps de gérer les dossiers dignement. Eux aussi, on les transforme en machines. Alors des fois, il faut carrément des machines. C'est plus simple pour eux. Alors on se retrouve devant un guichet automatique. Et qu'est-ce qu'on fait quand on parle mal français? Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas Internet? Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la lumière? Comment on fait? Eh bien, on se retrouve dans le halo du chômage. On se retrouve dans ces zones que l'État compte plus trop, et on devient des invisibles. Et il y en a beaucoup des invisibles dans ce pays. Ces gens-là réfléchissent avec des chiffres, des statistiques. Derrière, il y a des tragédies. Le chômage, c'est pas marrant. Vous avez entendu Castex? 20h de TF1 lundi, il nous a dit le RSA, l'objectif, c'est pas d'y rester. Bah merci, on savait pas. 550 € par mois, il croit que c'est marrant. Il croit que c'est marrant, le matin, de voir ses gamins partir à l'école, et les gamins ils se demandent pourquoi papa ou maman reste sur le canapé et qui fait pas comme les autres parents. Non, c'est une humiliation quotidienne pour beaucoup de gens. S'il y a des gens au RSA et au chômage, parce qu'il n'y a pas de boulot. Et je tiens à vous dire d'ailleurs que la plupart des spécialistes, notamment ceux de Pôle emploi, nous disent que les chômeurs, ils acceptent à peu près tous les boulots du monde, tellement c'est devenu un crime dans ce pays de ne pas avoir de travail. Il est temps aussi de rompre avec cette logique-là. Avec cette logique qui dit que les pauvres, les précaires, les chômeurs sont responsables de leur situation. Non. Ils ont le droit de vivre dignement. Nous abrogerons la réforme de l'assurance chômage si jamais nous sommes au pouvoir. Il y en a marre de se faire de l'argent sur le dos des plus précaires. Et puis on peut se dire les choses. Travail d'intérêt général, a dit Castex. Elle est pas mal celle-là. Hein, je crois que c'est toi qui as dit ça tout à l'heure. Des tiges. Des tiges. Pour les bénéficiaires du RSA, du travail d'intérêt général. C'est ça. Comme un délinquant, en fait. Parce qu'en fait, maintenant, quand vous êtes pauvre en Macronie, vous êtes un délinquant.
L'acte 2 de la Macronie a été annoncé. Hein. Il a dévoilé son plan, l'autre. L'acte 2 de la Macronie, s'il est réélu, c'est un enfer pour les plus pauvres. Ça, c'est vrai. C'est un enfer. Je suis d'accord. Je tiens à signaler que dans ce pays, il y a plein de gens qui ont bossé dur. Les travailleurs sans papier, s'ils n'étaient pas là, moi je me souviens de préfets qui lançaient des appels carrément aux travailleurs sans papier pour venir bosser dans les champs, parce qu'il n'y a plus personne qui venait bosser dans les champs. Les travailleurs sans papier ont permis à ce pays de tourner. Et de ce fait, ils ont le droit et l'honneur d'être français comme nous tous. Enfin, c'est pas normal, quoi. En plus, le pire là-dedans, c'est que les travailleurs sans papier, quand ils demandent à être régularisés, mais ils luttent contre le dumping social. Ils luttent contre les patrons qui utilisent la misère pour dire, mais attendez, pour dire aux salariés français, hein, si t'acceptes pas d'être au SMIC, j'en ai un qui est moins cher. Et en plus de ça, quand ils sont régularisés, eh ben, ils contribuent au système d'assurance sociale, ils versent des cotisations, ils nous aident. La fraternité n'est pas un coût. La fraternité, c'est un devoir, c'est un honneur et c'est une richesse. Et tous ceux qui nous disent que ça coûte trop cher feraient bien de regarder les comptes de la France. Parce que ce qui coûte trop cher, c'est les milliards d'euros qu'on envoie dans les grandes boîtes. Et je pense, notamment puisqu'il a été question de Sanofi, au crédit impôt recherche. 7 milliards d'euros qui partent tous les ans par les fenêtres, dont une partie est captée par des entreprises comme Sanofi. Sanofi, plusieurs millions d'euros d'argent public, tous les ans, reçus au titre du crédit impôt recherche, censé booster la recherche, qui a annoncé l'année dernière supprimer 700 emplois en France. Devinez où? Dans la recherche. Eh bien, si Jean-Luc Mélenchon est président de ce pays, on va se dire qu'on va arrêter 2 secondes les conneries et qu'on va nationaliser et faire un pôle public du médicament, parce que la santé n'est pas un enjeu financier. Vu que je suis en train d'exploser mon temps de parole, je vais m'arrêter là, bientôt. Mais il y en a qui... mais il y aura des questions, c'est bien de vous entendre aussi. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui se demandent pourquoi voter. Et le premier des réflexes qu'on a, c'est vrai, je l'ai entendu, hein. À quoi ça sert de voter? Posez-leur une question. S'ils vous disent que ça sert à rien d'aller voter, mais pourquoi les autres ils y vont? Pourquoi ils y vont les autres? Et s'ils vous disent que ça ne change rien à la politique, posez-leur la question. Vous êtes sûr que le mandat Macron, ça fait rien? Vous êtes sûr que les prix de l'essence n'ont pas augmenté? Vous êtes sûr que les prix de l'énergie n'ont pas augmenté? Si vous ne faites pas de la politique. La politique s'occupera de vous. Évidemment qu'il n'y a pas que la politique. Il y a les combats sociaux aussi. Il y a les combats syndicaux. Il y a les combats des associations. Je tiens à dire que dans les quartiers, Emmanuel Macron est venu faire un discours. Toujours les mêmes. Hein. Alors moi je les ai vus à Roubaix, je fais campagne là-bas, je vous raconte pas. Mais c'est toujours les mêmes discours. L'intégrisme, la pauvreté, la sécurité. Quand est-ce qu'un jour dans ce pays, on va reconnaître que la fraternité, elle est en bas des tours, elle est chez ces jeunes qui sont dans des associations, qui font des maraudes, qui aident tout le monde, quelle que soit leur couleur de peau et leur religion. Honneur aux militants associatifs dans les quartiers qui tiennent debout les idées républicaines. C'est eux qui tiennent debout la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est les militants associatifs. C'est les gens qui... le préfet de Seine-Saint-Denis en avait parlé pendant le Covid. Il avait parlé de risque d'émeute de la faim en Seine-Saint-Denis. Et dans beaucoup de quartiers, c'était comme ça. C'est pas l'État qui a aidé. C'est les assos. Et parfois même, c'est les habitants qui n'étaient même pas organisés. Et parmi eux, il y a une catégorie bien spécifique de gens qui tiennent debout les quartiers. C'est les mamans. C'est les mamans qui se battent souvent seules, face à l'adversité, face à la dureté de la vie. Parfois dans des familles monoparentales. Elles aussi, elles tiennent debout la République. Elles aussi, on revalorisera
toutes les allocations qu'on leur donne. C'est pas normal que l'État abandonne les mamans dans les quartiers. On les aidera. Moi, je vois des générations, toute ma vie, bon, je l'ai vécu tranquillou, au début. Et puis, je suis né en 92, et un jour, j'avais 9-10 ans. Et puis, je vais à l'école, je vois que ça s'agite. Et puis, il y a ces images dont tu as parlé tout à l'heure. C'était un 11 septembre, il y a 2 tours qui s'effondrent, et moi... j'ai 10 ans, hein, je comprends pas tout. Je suis juste choqué. Je suis choqué par la folie de l'être humain, je suis choqué par la barbarie. Et depuis ce jour-là, c'est vrai, à la télé, chez les responsables politiques, on m'a dit méfie-toi. Méfie-toi de qui? Des musulmans, méfie-toi. Ceux qui étaient des héros hier, quand ils combattaient les Russes en Afghanistan, tout d'un coup étaient devenus des gens suspects. Ça a commencé comme ça. C'était pas des ennemis de l'intérieur directement, c'était des gens suspects, méfie-toi. Et aujourd'hui, quand on vient de Trappes, quand on vient de Roubaix, quand on vient des Mureaux, et qu'on est un jeune, et qu'on dépose son CV, et qu'on a un nom de l'origine qu'on a, quoi, on est suspect. Et ces discours-là, c'est pas juste des discours théoriques. C'est des gens qui n'ont pas accès à l'emploi, parce que pendant 20 ans, on a dit que c'était des gens suspects. Je crois que l'acte le plus fort qu'on peut faire en mettant Jean-Luc Mélenchon au second tour, c'est aussi de prouver que depuis 20 ans, ce discours-là, qui a aussi émergé avec la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour, et la présence régulière de l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle, je crois qu'un des plus grands bienfaits de la présence de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire que l'alternative à Macron, c'est pas forcément la détestation des autres, c'est pas forcément de la haine des autres. Et que nous ne voulons pas de leur guerre civile. On sait très bien qui paye les pots cassés de la guerre civile. Toujours les mêmes. Nous, la jeunesse, les jeunes des quartiers, et puis les autres qui sont souvent invisibilisés aussi, en retour. Parce que tout le temps qu'ils mettent à parler des reportages dans les quartiers, etc., mais regardez comment ils traitent la jeunesse des campagnes. C'est toujours la même chose, toujours le même mépris aussi. Ils les regardent, ils font des reportages, alors ils vont dans les maisons des gens, ils vont voir, alors je prends toujours le même exemple, ils vont voir une petite mamie, Jocelyne, oh elle est gentille Jocelyne. Alors ils font le JT de France 3, TF1. Regardez comme elle est gentille, elle est mignonne, elle dit rien Jocelyne. Hein. Elle gagne 600 € de retraite, mais elle est courageuse. Hein. Et puis un jour, Jocelyne, elle prend son gilet jaune. Et là, tout de suite, ça change d'ambiance. Jocelyne, elle devient antisémite, elle devient extrémiste, elle devient d'extrême droite souvent. Ces gens-là, il y en a qui ont une haine spécifique de l'islam dans ce pays, il ne faut pas se mentir. Mais cette question-là sert aussi à mettre la tête sous l'eau aux catégories populaires. Derrière la haine des musulmans, il y a souvent la haine des pauvres. Souvent. Alors, puisque nous luttons contre la pauvreté, et puisqu'on ne veut pas de leur guerre civile, en mettant Jean-Luc Mélenchon au second tour, nous pouvons dire une chose, et ça nous renforcera partout, dans la rue, dans les médias, dans les combats sociaux, dans l'entreprise, qu'il est hors de question qu'on baisse les yeux devant ces gens. On a cette occasion-là. Je sais qu'il y en a certains à gauche qui nous tapent dessus. Particulièrement une candidate qui est en dessous du prix du litre d'essence. Qui n'a pas l'air d'avoir compris que même ses électeurs n'aiment pas trop sa stratégie. Et que si elle continue, elle va finir en dessous du prix de la baguette de pain. Ça ne sert à rien de rentrer dans leur polémique en vrai. Continuez à être la force paisible que nous sommes. Nous ne sommes ni des extrémistes, ni des je sais pas quoi. On vient pour la paix, mais pas sans le respect. Alors le 10 avril et le 24 avril, votez Jean-Luc Mélenchon. Merci les gars.